Guylaine Bourgogne. Donc on évoquait la grande époque des colloques. Enfin, vous n'en avez connu qu'un seul, moi j'ai suivi je crois au moins 2 ou 3. J'en ai suivi plusieurs, mais je m'en ai organisé. Voilà, 96 peut-être, en tout cas c'est peut-être par là. J'en ai suivi d'autres, j'ai participé aussi à un colloque du RAO sur le thème de l'astrologie et la filiation transgénérationnelle, dans lequel j'avais d'ailleurs fait mon intervention. Mais en termes d'organisation du colloque, je m'ai organisé. Oui. Et donc, c'est vous qui preniez contact avec les conférenciers. Comment, il y avait une liste, comment je sais pas, j'aime bien un peu comme la cuisine un petit peu interne. Vous dressiez une liste des personnes. En fait, on avait sélectionné un thème qui nous intéressait. Et puis ensuite, on regarde après les travaux des gens. Voilà, c'est bien fait, c'est ça. On les sélectionne en fonction de leurs travaux. Après, la question c'est de voir s'ils sont disponibles, si le courant passe, si ça s'intègre dans l'esprit du congrès. Oui. Ensuite, il faut envoyer des messages à la communauté astrologique. Voilà, il faut aussi avertir du colloque, il faut le faire suffisamment à l'avance, il faut faire des rappels. Et après, il faut organiser le congrès pour que ce soit à la fois intéressant, convivial, chaleureux, que les gens s'y retrouvent. Vous savez que ce congrès dont vous parlez, il a été filmé, je crois. Oui, il est question que Gilles me passe un jour ou l'autre la cassette pour qu'on puisse la mettre. Vous êtes allé sur Téléprovidence? Alors, je suis désolée, pas encore, je rentre d'Amazonie et j'ai un article à faire en fait. Là, pour l'université d'Heidelberg, j'ai 7 fois d'apprendre. Et donc, je me disais qu'au fond, ça serait très bien pour moi de vous rencontrer parce que vous pourriez me parler un peu de votre projet. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez écrit sur l'astrologie? Non, je voudrais simplement que vous me parliez de votre projet, de ce que vous voulez faire. Ah oui, d'accord, vous ne voulez pas parler de vous en fait. Ah, je veux bien parler de moi, il n'y a pas de problème. Non, parce que... Je veux bien parler de moi, il y a pas de problème. Oui, donc on a eu pas mal d'entretiens dans le passé, mais je me souviens plus très bien de la substance, essayer de remémorer ce qui s'était dit à l'époque. C'est pas très clair dans mon esprit. Vous êtes une astrologue professionnelle, c'est oui, c'est ma profession. Alors, vous avez envie que je vous parle un peu de ma pratique? Voilà, c'est ça. Ok, alors, donc, j'étudie l'astrologie depuis une trentaine d'années, à peu près. J'ai eu une phase d'apprentissage. J'ai passé d'abord seule, en lisant beaucoup et en montant des thèmes, en travaillant. Puis ensuite, un thé citron. Et puis ensuite, j'ai commencé à recevoir des gens et curieusement, ce n'est qu'au moment où j'ai commencé à consulter que je me suis inscrite dans la communauté astrologique, c'est-à-dire en rencontrant d'autres astrologues et dans le même temps, moi, en prenant des cours avec certains, dans différents courants. Plus on va dire dans la version de l'astrologie traditionnelle et aussi l'astrologie indienne, ça m'intéressait. J'ai travaillé aussi ça. Et puis j'ai continué à pratiquer la consultation, voilà, quotidiennement, parce que c'était mon métier, j'ai pratiqué quotidiennement. Et au bout de quelques années, pour moi, c'est de poser une question qui me paraissait très cruciale, c'est-à-dire que quand je participais à des réunions d'astrologues ou des débats, j'étais toujours assez interrogée sur la discussion qu'il y avait entre les astrologues, sur des points techniques, des questions techniques, d'aspect, de modalités, de maisons, maisons égales, les modes, etc. Enfin, tout ce que j'entendais. Mais pour moi, il y avait une question qui restait fondamentale et qui était qu'est-ce qui se passe dans un entretien astrologique? Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une personne en face de soi et qu'on nous parle, on prend le risque de lire un certain nombre d'informations, qu'est-ce que la personne en fait, qu'est-ce qu'elle en fait après, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Justement. Et donc, je ne trouvais pas, à l'époque, parce que je vous parle de ça, donc c'est là d'il y a 25 ans, je ne trouvais pas suffisamment de matière pour répondre à mes questions. À l'époque, j'avais moi-même 25 ans. Et donc, progressivement, j'ai fait un travail personnel, plus dans le champ de la psychanalyse, donc ça m'a pris une quinzaine d'années. Oui, donc vous êtes astrologue et par ailleurs vous avez une formation. Oui, j'ai une pratique de psychanalyse. Donc pour répondre à la question que vous venez de poser, à savoir justement, alors,
qu'est-ce qu'on apprend de l'entretien, est-ce que le transfert du client vers l'astrologue, comment gérer cette relation. Ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Enfin, pour moi, ce sont les questions fondamentales. Est-ce que vous avez donné des réponses ou Alors, je ne sais pas si j'ai donné des réponses. Je ne crois pas que je puisse donner des réponses, mais par contre, je peux en parler. Dans le sens où. On n'entend pas beaucoup ce genre de choses. Dans le sens où, d'abord, j'ai été confrontée, comme tous les astrologues, à des questions qui me paraissent assez fondamentales par rapport à l'astrologie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne vient nous trouver avec une heure de naissance qui est fausse et que pourtant le contenu de la consultation s'avère juste. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'objet astrologique? Grave, déjà ça. Ensuite, par rapport à toutes les questions qui vont toucher la diagnostic. Là aussi, je me suis interrogée, et par rapport au transfert que fait le consultant. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a des personnes, par exemple, qui sont dans des moments de vie où elles vont être très réceptives à l'information, d'autres non. D'autres sont très peu réceptives. Je pense que ça, il faut en tenir compte. Et que la question du transfert, elle est très importante, et qu'il faut s'assurer au départ de savoir comment la personne va investir sa consultation. Comment elle voit l'astrologie, qu'est-ce que c'est pour elle, est-ce qu'elle pense que c'est quelque chose de déterminé, est-ce qu'en fait elle veut simplement une aide pour voir plus clair dans une situation, est-ce qu'elle attend une prédiction par rapport à l'avenir. Je pense que toutes ces questions sont vraiment importantes. Donc pour moi, quand je reçois une personne, j'essaye d'abord de citer le cadre de la consultation. De le situer, c'est-à-dire de le comprendre, de le préciser. Donc j'explique à la personne, voilà, j'ai une question thémastrale, ce sont les positions planétaires au moment de sa naissance, ainsi que les constellations, mais que dans le même temps c'est un moment du ciel, c'est pas en fait son thème à elle. Moi je vais parler à partir de ça, mais c'est pas le thème de la personne, c'est un moment du ciel. Il y a d'autres personnes qui ont à peu près le même moment du ciel, et que la parole qui va rendre compte de ça, c'est celle de l'astrologue que cette personne est venue voir, de moi en l'occurrence, et qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'interaction entre cette personne et moi, et que dans le même temps, il y a une responsabilité, à savoir que je suis responsable de ce que je dis, mais la personne est responsable de ce qu'elle entend, et que voilà, après les choses, elles peuvent être parlées, ça, s'il y a des choses qui choquent ou qui dérangent, ou qui ne sont pas vraiment comprises. Et en général, j'essaye que les gens aient des traces des consultations, des enregistrements. Ça, c'est des règles du jeu que vous posez. Ça, c'est une règle du jeu. Et à partir du moment où vous avez dit ça, qu'est-ce que ça permet d'éviter Pour moi, ça permet d'éviter la surdétermination. Déjà, la surdétermination. Ensuite, le fait que il y a certaines personnes qui se laissent définir. Je pense qu'il y en a chez qui ça va nuire à une capacité de réflexion et donc de liberté. Je suis très attentive à ça. Pour moi, l'astrologie est une aide, la consultation est une aide, mais ne doit pas s'immiscer de manière trop intrusive dans la personne. Ça, c'est pas bon. Alors, une question qu'on a beaucoup abordée, qui revient pas mal actuellement dans les discussions, c'est la question de savoir si l'astrologue décrit la personne qui est en face de lui, ou bien est-ce que il lui propose en quelque sorte des formules, des voies d'expression. Je ne sais pas comment vous dire ça. Des voies d'expression qui pourraient la tenter. Bien, je trouve que ce que vous dites là, c'est un point très fondamental. Et de mon point de vue, on ne peut pas répondre à cette question de manière univoque. À savoir que je crois que c'est les deux. Et que pour certaines personnes, il peut y avoir un contact tel entre l'astrologue et cette personne. Parce que l'astrologie, bon, c'est une science symbolique, mais dans le même temps, il y a aussi le phénomène critique qu'on ne peut pas nier. Et par moment, il y a une possibilité d'être très près de cette personne-là, où les mots sont très proches de cette personne, au point qu'elle va pouvoir avoir le sentiment qu'elle est décrite.
Je pense que pour d'autres, c'est pas ça. Parce qu'il y a plus de distance, parce que ce sont des gens qui se laissent moins approcher en fonction de leur structure, de leur problématique, de leur psychisme. Et qu'à ce moment-là, l'astrologie, l'acte d'astrologie, parce que pour moi, c'est pas l'astrologie, c'est les consultations. Et qu'à ce moment-là, peut-être ça va fonctionner plus comme une métaphore, comme on pratique l'hypnose ericksonienne, à savoir que c'est comme quelque chose qu'on dit. La personne, en fait, recueille ses formes symboliques et elle en fait quelque chose. Oui. Je pense que c'est différent selon les consultations. Parce que, effectivement, l'astrologue ne s'implique pas de la même manière dans les deux cas. Non. Dans un cas, il se contente de décrire ce qu'il sait, ce qu'il voit dans le thème, ce qu'il sait par rapport à l'astrologie. Et dans l'autre cas, il propose à la personne les grilles de lecture sur elle-même, de nouvelles grilles, voilà, un nouveau regard sur ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle pourrait faire, sur, il renouvelle son propos sur elle-même. Parfois on se demande si c'est pas un peu ce que... On a l'impression que parfois les gens attendent qu'on vienne vérifier, confirmer ce que les gens savent, et d'autre part, on a l'impression au contraire qu'ils auraient un autre regard qui pourrait même les surprendre à la limite. Et dans ce cas-là, le travail d'astrologue n'est pas le même, parce que dans un cas, il faut que ça colle avec une attente, enfin une attente, c'est-à-dire un propos qui colle, qui correspond à ce que la personne sait d'elle-même, pense qu'elle sait d'elle-même. Et dans l'autre cas, au contraire, il s'agit d'une aventure. D'ailleurs, cette expression dire la bonne aventure, c'est assez joli. Oui, c'est très joli. Parce que c'est le même mot qu'avenir, et ça veut dire qu'il doit y avoir une aventure de proposer une autre façon, un voyage identitaire, un renouvellement identitaire auquel la personne serait disposée à souscrire, non pas parce que c'est un... Moi je dis tout à l'heure, quand on propose aux gens de partir en Irlande ou en Chine, on ne va pas leur dire, vous savez, parce que vous êtes destinés à aller en Irlande ou en Chine, mais on leur dit simplement que c'est un endroit qui pourrait leur convenir, qui pourrait leur plaire et qui pourrait leur apporter quelque chose, mais qui ne... sans forcément avoir besoin de le justifier une affinité profonde. Mais en même temps, un point aussi qu'on a discuté ce matin, c'est qu'il y a une différence entre ce que l'astrologue est censé faire et ce qu'il est, et ce que il apparaît comme faisant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologue ne fait pas forcément ce que le client imagine qu'il fait. Il y a un décalage, il y a un découplage. Peut-être que le client croit que l'astrologue va lui dire des choses qui sont complètement fondées sur l'astrologie, complètement fondées sur qui vont complètement fondées sur ce qu'est la personne. Hein. Et en fait, ça fait penser, vous savez, à ces commerçants qui arrivent à prouver à leurs clients que c'est la voiture qu'il leur fallait. Que c'était celle-là et pas une autre, etc. Donc en fin de compte, quelque part, c'est une capacité à vendre et à séduire, c'est-à-dire que les gens, c'est vrai qu'ils sont souvent dans les décisions, dans l'hésitation, donc on peut continuer à dire pourquoi pas, pourquoi ça. Donc parfois, si c'est l'important, ce n'est pas tellement de prendre la bonne décision, mais de prendre une décision. Parfois oui. Mais ce que vous dites là, ça m'amène aussi à repréciser ce que je disais à propos du cadre de départ de la consultation. C'est que je demande toujours aux gens d'exprimer quelle est leur demande. Pourquoi ils viennent me voir. Oui. Au début. De façon à entendre si ce sont des questions. Alors qu'est-ce que vous entendez là quand on vous dit ça? Quelles sont les réponses les plus courantes? Alors les plus courantes qui sont dans une situation obscure, dont ils n'arrivent pas à démêler les fils et ils veulent savoir comment se positionner par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Ça c'est ce que j'ai le plus fréquent dans mes consultations, donc soit sur le plan sentimental, professionnel, l'orientation. Ils ont des problèmes relationnels qu'ils cherchent à dénouer.
Certains donc, veulent mieux se connaître, mais ça c'est qu'une petite partie. Mais Et pourquoi pensez-vous que l'astrologie peut les aider? parce que parce qu'ils ont toujours l'idée que l'astrologue va avoir un regard un petit peu comme ces étoiles qui paraissent en haut là dans le ciel, donc un regard, une vision plus large et surtout une espèce de prospective. Oui. Et ensuite, parce que ce sont des gens d'autre part qui peut-être à un moment donné sont confrontés à des problèmes dans leur vie, qui n'ont pas, pour la plupart, pas tous, mais envie de faire une autre démarche d'exploration personnelle de leur inconscient, qui les amènerait beaucoup plus dans des choses beaucoup plus profondes. Et finalement, l'astrologue, c'est un peu le travailleur social d'apprendre. C'est un acte qui va les aider, et ça leur fait moins peur que le psy. C'est quelque chose qui est plus ponctuel et qui va les aider à réfléchir sur eux, qui va les rassurer, parce qu'il y a quand même aussi le phénomène de l'angoisse, je trouve, il est vraiment important, il faut en tenir compte. C'est que les clients qui viennent, 80% de ces personnes ont une énorme angoisse. Alors, je pose une question un petit peu provocatrice. Est-ce que l'astrologie est faite pour répondre à ce genre de questions? Ou est-ce qu'elle pourrait avoir... Parce qu'il y a la réalité de la demande, mais est-ce que pour vous, quel serait le client idéal et quelle serait l'attente idéale de l'astrologie? Et pour vous, c'est ça? Mais moi, je pense que ça serait la personne qui serait vraiment en interrogation sur une situation, qu'elle soit interne ou externe, et qui à un moment donné va aller voir un astrologue pour tenter d'entendre une parole qui va l'aider à effectivement se positionner davantage, à s'éclaircir aussi, à sortir d'une confusion, à avoir de nouveaux éléments de réflexion, soit sur elle-même, ce regard sur elle-même, comme je disais tout à l'heure, soit sur la situation, et que ça va remettre dans une dynamique. Je pense que ça, c'est un bon propos, parce que l'astrologie, de mon point de vue, elle peut tout à fait être cet outil, à condition que l'astrologue ait du respect pour la personne qui est en face. Donc, je reviens sur la question que vous posez tout à l'heure, à savoir, vous avez déjà formé des gens en astrologie? Vous avez eu des élèves? J'ai eu des élèves il y a très longtemps, et je l'ai plus fait après. Oui, la question c'est, imaginez que vous ayez des élèves, qu'est-ce que vous leur diriez pour les préparer à la consultation? Si j'avais des élèves, je leur donnerais deux voies de travail. Une voie technique, bien sûr, par rapport à l'astrologie, donc la connaissance astrologique, on va dire, scolaire. Et puis une autre qui serait vraiment un travail par rapport à la consultation, qui les impliquerait eux-mêmes dans une voie de travail personnel. Je ferais ça. J'ai trop ramassé, entre guillemets, de cadavres. C'est-à-dire des gens qui sont venus me voir après des consultations et qui étaient défaits, effondrés. Et ça, vraiment... Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Des paroles péremptoires, des choses qui n'étaient pas prêtes à entendre, qui étaient brutales parfois, ou qui ne comprenaient pas parce qu'ils n'en étaient pas là. Et avec lesquels ils sont restés et qui les ont mis en arrêt. Ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Et ça ne sous-entend pas que l'astrologue n'avait pas, entre guillemets, raison. Parce que de mon point de vue, c'est pas de ça dont il s'agit. Et je trouve que là, il y a quelque chose par rapport à la pratique de l'astrologie. De mon point de vue, ça demande de l'humilité parce que je crois pas qu'il faut prouver aux clients qu'on peut savoir. Moi, je pense pas ça. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'entendre de quoi la personne a besoin vraiment. Et quitte à limiter ce qu'on peut dire. Parfois, je trouve qu'il y a une responsabilité dans ce sens-là. Alors déjà, ça c'est une chose. Le discours utile en fait. Oui, je trouve. Le discours utile. Je suis pour le discours utile. C'est ce que l'autre en fait. Bon, à condition que ce discours soit fondé. Et puis, quand je parle de gens qui ont été un peu démolis, naturellement, ils ne pouvaient pas réutiliser ce qui avait été. Ils se sont sentis effrayés ou déterminés. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Qu'il y a un choc salutaire pour une prise de conscience, ça peut arriver.
mais je crois que ça ne doit pas mettre les gens en impasse. Et j'en évite les gens en impasse. Ça fait 4 jours que je discute dans une sorte de colloque itinérant. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a eu 4 endroits différents. Près de Saint-Maximin, Tours, à Toulon, à Montpellier, et on a parlé notamment hier avec Daniel Vega, je pense que vous connaissez l'Astroquick, etc. De comment, c'est une question qui revient beaucoup actuellement, comment mieux faire connaître l'astrologie, comment amener le public d'une certaine idée de l'astrologie à une autre idée de l'astrologie, comment faire évoluer la demande et l'image de l'astrologie auprès du public, puisque c'est à partir de là quand même que ça fonctionne, que ça démarre. Alors lui disait, il avait une réponse assez amusante, il disait c'est pas difficile, il y a Internet, moi j'essaie de me positionner sur Internet, j'essaie d'être que mon site, qui est je crois astrologie gratuite, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est pas Astrothème ou un truc comme ça? Non, c'est Astroquick. Astroquick, mais enfin il y a d'autres noms aussi, ASTR2O. Astro, ah oui, je vois. Et alors il disait, voilà, on est suffisamment connu, où les gens ne le trouvent plus si facilement, et à ce moment-là, on pourra leur proposer la bonne astrologie. Et comme en plus, c'est une astrologie qui est sur ordinateur, qui est informatisée, donc elle ne fera pas trop peur, même si elle est compliquée. De toute façon, les gens, ils sont aidés par l'informatique. Et donc, lui, il voyait un passage comme ça, direct, grâce à l'Internet, grâce à l'informatique. On va pouvoir vendre l'astrologie telle qu'elle est dans la pratique de l'astrologue. Moi, je trouve ça très cool. Alors moi personnellement j'ai exprimé pas mal de réticence sur cette façon de voir les choses parce que je pense que l'astrologie devrait faire un effort de simplification. On est un petit peu dans une période d'inflation, au niveau du nombre de planètes, l'inflation au niveau du nombre de cycles, l'inflation qui font que finalement il y a des astrologues qui essaient de limiter les dégâts, qui essaient de limiter la casse, justement en cherchant des processus de synthèse. Et la question de savoir si l'astrologie a besoin d'une synthèse ou si elle a besoin d'une colonne vertébrale. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. Effectivement, la colonne vertébrale de l'astrologie, oui, mais quelle serait-elle et sur quels critères? Voilà. Alors il semblerait que les gens préfèrent la synthèse parce que la synthèse, on prend la totalité, on n'a pas besoin de choisir dans une synthèse. On prend la totalité et quelque part dans la totalité, il y a des résultantes, comme dans le thème natal, il y a des choses qui ressortent, il y a des dominantes qui ressortent, mais qui sont des dominantes par rapport à l'ensemble. Bon. Et ça évite de faire des choix. Le choix se fait de lui-même. Comme quelqu'un qui dit, par exemple, j'utilise X système de prévision, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais prendre les dates qui sont recoupées par plusieurs systèmes. Donc il ne choisit pas, il ne met pas en avant un système en particulier, une grille en particulier, un cycle en particulier, il prend tout, et puis tout, quelque part, ça va se structurer par des recoupements, par des choses qui vont ressortir. C'est pas lui qui va faire le choix, le choix va se faire tout seul en fait. C'est-à-dire que dans la totalité de cet ensemble, il va y avoir des choses qui vont se répéter, qui vont revenir et qui vont donc sortir du lot. Et moi je proposais plutôt l'idée de faire un travail quand même de décantation, d'élagage, de façon à ce que l'astrologue puisse proposer un cycle compréhensible. Parce que la synthèse, les gens ne comprennent pas une synthèse. Vous faites la synthèse de quelque chose, on comprend votre synthèse, on comprendra qu'on ne vous suivra pas forcément dans la complexité de ce dont issue votre synthèse. Et moi je crois que les gens ont un besoin de clarté. Par exemple, ils ont cette clarté au niveau des 12 signes. Peut-être que c'est une fausse clarté. Enfin, ils ont l'impression que quand le soleil change de signe, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Ils comprennent. Ils comprennent quelque chose et ils ont l'impression que c'est quelque part compréhensible. Deux,
que quelque part on n'est pas tout seul d'un signe, donc on n'est pas dans l'astrologie n'est pas forcément associée à l'idée d'individualité, elle est associée à un individu qui fait partie, on se comprend comme bélier, comme taureau, mais on sait très bien qu'on n'est pas tout seul à être bélier ou taureau, donc on est un certain bélier, un certain taureau. Et tout d'un coup, on propulse la personne avec cette première image de l'astrologie dans un monde complètement différent, un petit peu kafkaïen quand même, c'est-à-dire un monde très très compliqué, mais grâce à l'astrologue, on va quand même s'en sortir. L'astrologue va nous servir d'interprète, va nous permettre de trouver le fil d'Ariane dans cette espèce de labyrinthe qu'est le thème natal, etc. Mais malgré tout, il y a une dimension labyrinthique de l'astrologie qui est quand même captée quelque part et qui fait malaise. C'est vrai. Alors, vous parlez de l'Internet. Ce que j'ai trouvé intéressant sur l'Internet, parce que je suis allée voir un peu des sites comme ça, et tout ça, moi qui utilise très peu l'informatique pour l'astrologie, dans ma pratique, mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est plusieurs choses. C'est que certains sites, ils sont bien faits, et ils proposent des modalités d'interprétation, par exemple pour des facteurs plus complexes ou plus précis, comme des aspects, voilà. Et les gens peuvent se renseigner. Et ça sert pour des personnes. Il suffit de cliquer, oui, mais il y en a qui sont très bien faits. Vous pouvez donner des noms, hein, c'est pas un problème. Et non, mais j'en ai pas en tête, sinon je le dirais. Hein, mais et je trouve que c'est bien fait, certains. Et en plus, il y a aussi des blogs où les gens qui ont consulté ça écrivent. Et ils écrivent par exemple, ben voilà, moi, j'ai un carré ceci, cela, qu'est-ce que c'est? Alors, ils peuvent cliquer sur le carré, donc ils ont déjà une version qui les fait réfléchir et après ils peuvent écrire et sur le blog. Et il y en a d'autres qui répondent, moi aussi j'ai un carré sur ça, j'ai remarqué qu'il y a une espèce de convivialité, d'échange qui humanise. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, ce que j'ai vu pour ce site, c'est que l'usage se fait beaucoup à partir de l'astrologie relationnelle. Les gens relationnels. Oui. Les gens écrivent beaucoup pour voir, comparer les thèmes. Ben oui, c'est fascinant de pouvoir avoir de cartes du ciel avec des degrés, voir si le degré machin sur le... Et là, les blogs sont intéressants. Les gens répondent, ils expriment leur expérience, ce qu'ils vivent avec... Aussi, oui, mais ce qu'ils vivent à partir de tel aspect ou tel autre, et c'est intéressant. Oui, ça permet effectivement vous pourriez faire une étude dessus, ça permet de comprendre comment les gens vivent cela. Mais je répète encore une fois, alors une question que je voudrais vous poser, Guylaine, c'est de l'astrologie du collectif. C'est astrologie mondiale, astrologie de cycle. Est-ce que l'astrologie, à un moment donné, a le droit de dire, voilà, par exemple, actuellement, voilà un certain type de problème qui se pose astrologiquement à notre époque ou à cette année-là, que l'astrologie nous avertisse aussi sur les phénomènes d'ordre général qui se présentent et dans lesquels il va falloir effectivement s'inscrire. Chaque personne doit s'inscrire, mais on peut aussi quand même, au lieu de passer tout de suite au niveau individuel, on pourrait peut-être, et on revient à cette notion d'une colonne vertébrale, on pourrait dire, voilà, écoutez, il y a ce problème-là, après vous allez vous demander comment vous vivrez, mais on vous annonce d'abord qu'il va exister. Ouais. De mon point de vue, c'est très intéressant et très passionnant, et c'était même à l'origine du fondement de l'astrologie, puisque chez les anciens, l'astrologie individuelle génétriaque, elle était pas encore découverte. Donc au départ, c'était une astrologie qui était pour les collectivités, pour les populations. Et alors j'ai l'impression que, très, très intéressant. Le public a l'intuition de cela. D'ailleurs, curieusement, par exemple, quand on regarde les gens qui vont aux élections, par exemple, le fait d'aller voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans, c'est pas très loin d'une cyclicité. Une cyclicité qui n'est pas astrologique, mais qui correspond peut-être à un instinct astrologique, qui correspond à une... les gens trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal, et s'ils trouvent ça normal, c'est que c'est pas simplement une invention comme ça moderne, et que ça fait écho à quelque chose, une structure temporelle qu'on trouve normale que de tous les X années, on s'interroge, on se retrouve pour élire quelqu'un d'autre. Je trouve ça très intéressant, et de mon point de vue, cet aspect de l'astrologie mérite d'être approfondi.
développer et pourrait même donner aux gens une idée un petit peu plus large de ce que c'est que l'astrologie individuelle. Parce qu'ils pourraient comprendre que de la même manière qu'on va étudier des cycles par rapport à l'histoire, par rapport à la collectivité, par rapport à des mouvements historiques ou politiques ou géopolitiques, et de la même manière, dans leur propre vie, il y a des cycles qui se déroulent et qu'il ne s'agit pas d'être emprisonné dans une vision très restrictive d'eux-mêmes sur un destin auquel ils seraient épinglés, mais plutôt d'une histoire cyclique qui se déroule dans la vie et qui pourrait essayer d'approcher de cette manière. Et je trouve que même auprès du grand public, c'est bien de parler d'astrologie collective. D'autant plus que notre vie, souvent, elle est interdépendante. Hein. Absolument. Et si on faisait des choses et que ça ne faisait pas écho chez d'autres personnes, vous avez peur de l'astrologie relationnelle, on a parfois l'impression, quand un astrologue étudie deux personnes qui vivent ensemble, qu'elles sont chacune sur une planète différente. Ouais. Il va dire, vous avez une progression à quel moment, on a l'impression que si on devait entendre à la lettre ce que dit chaque astrologue, on a l'impression que nous sommes tous décalés les uns par rapport aux autres, que l'un, pour lui, c'est maintenant que c'est important, et l'autre, tout à l'heure j'ai discuté avec une dame, alors elle me dit, chez nous ce qu'elle regarde c'est l'âge. Alors je lui dis, bon c'est bien l'âge, parce que c'est les gens qui appartiennent à l'astrologie humaniste, alors il y a l'âge tous les 7 ans ou tous les 30 ans, quoi. Mais je lui dis en même temps, mais alors voilà, alors tel groupe de personnes aura l'âge en question, et puis l'année suivante ça sera un autre groupe de personnes, donc finalement, on a l'impression que la société, les astrologues donnent une image complètement éclatée de la société, qui est fausse quelque part. Et même on est un peu schizophrène parce qu'on sait très bien que la société est quand même organisée. Et on sait très bien qu'il y a des phénomènes collectifs, on sait très bien que les gens font les choses en même temps, on sait très bien qu'on est tributaire de phénomènes généraux. Mais c'est comme si on voulait l'oublier, quand on est dans l'astrologue, c'est comme si on voulait oublier cette interdépendance, et comme si on voulait se désolidariser de cette interdépendance pour pouvoir avoir l'illusion que notre destin il est sur une orbite particulière qui n'est pas celle du voisin. Et ça, c'est malsain. Et la question de savoir si c'est vraiment pour ça que l'astrologie est faite, c'est ça le grand problème. Personnellement, je ne pense pas qu'elle soit faite pour ça. Et je trouve que cette dimension collective, elle est absolument nécessaire à la compréhension de la personne qu'on a en face de soi dans une consultation. Et de mon point de vue, l'astrologue, c'est possible. Plus il s'ouvre à d'autres disciplines, mieux il peut interpréter. C'est-à-dire que s'il a un peu de connaissance de la sociologie, ou de l'histoire, de la psychologie, c'est bien parce que ça va l'aider dans son interprétation. Et le rapport que vous faites par rapport à cette vision que donne l'astrologie des individus qui seraient dans des bulles séparées, dans un modèle qui est comme ça éclaté, je le rapprochais de ce qui s'est passé par rapport à la psychologie et quand petit à petit on a commencé à étudier l'histoire des familles et puis le transgénérationnel avec l'histoire. Oui. Ça a été la même chose. Oui. Ça a été la même chose. On s'est rendu compte là qu'il y avait une dimension dans le psychisme individuel qui dépassait largement justement l'individu, mais qui avait l'histoire de la famille, de la collectivité et l'histoire. On se demande comment on en est arrivé là, et malheureusement, il y a une clé de composition qui est un basculement vers la divination. Parce que le devin, qu'est-ce que c'est que le devin? C'est justement celui qui va vous parler de vous, de ce qui va vous arriver à vous spécifiquement. Peut-être même que, par exemple, même s'il y a une crise ailleurs, on peut être pas grave. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire, qu'est-ce qui va vous arriver à vous, comment vous allez vous en sortir. Peut-être que vous serez une exception, etc. Donc j'ai l'impression que la divination, même si des astrologues disent mais nous ne sommes pas les devins parce que nous n'utilisons pas les mêmes méthodes et que nous pouvons expliquer nous pouvons expliquer des calculs et d'autres discours. C'est ça le problème. Mais le fait est que malgré tout, ils font quand même de l'astromancie à leur façon. Non, le problème c'est pas ça, c'est le résultat, c'est pas la manière dont voilà, non mais c'est ça, souvent ils en sont là, ils croient que parce que la manière n'est pas la même, ils ne sont pas des devins. Hein, et que parce qu'ils ne prétendent pas tomber dans un état de transe, etc., ils ne sont pas des devins. Ça, je crois que c'est l'éternelle confusion entre les sciences conjecturales et celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire que les gens imaginent qu'à partir du moment où ils peuvent expliquer les conjectures,
ça va pas être de la divination, mais c'est pas ça le propos. Le propos, en fait, finalement, c'est le résultat. C'est qu'est-ce que C'est pour ça que je crois la que personne. il ne faut pas croire, on ne peut pas croire qu'on peut se dédouaner tout simplement en disant oui, du moment qu'on est astrologue, on est protégé contre l'accusation de divination. Oui, l'astrologue, il faut qu'il évite à se situer dans une situation de divination. Et qu'est-ce que c'est que la divination, sinon un processus d'individualisation? Parce que finalement, imaginons quelqu'un qui achète une voiture, il achète une voiture, maintenant il veut savoir ce qui va arriver à cette voiture en particulier. Donc il veut savoir sur une série de 10 millions de voitures, donc il veut savoir s'il peut tirer son épingle du jeu, et puis ainsi, lui, il va sortir de la normale, de la moyenne. Donc quelque part, au fond, c'est un côté miraculeux, mais miraculeux aussi bien en bien qu'en mal. C'est que la personne se dit, est-ce que moi, je vais être dans la norme ou pas? Et alors, il y a des gens qui, par exemple, sont tellement angoissés, ils ont l'impression que même les choses qui normalement devraient se produire ne vont pas forcément se produire. Et donc par conséquent, ils se disent, oui je sais, normalement oui, mais moi je veux être certain que c'est aussi, que moi ça va être aussi normal pour moi, parce que j'ai peur que justement je sois justement le cas où ça marche pas. Je vais être justement le cas où ça marche pas, et donc finalement paradoxalement, ils n'attendent même pas forcément qu'on leur dise que ça va être différent pour eux. Ils attendent peut-être au contraire qu'on leur dise, mais ça va être comme pour tout le monde, il ne se passera rien de spécial. Vous êtes un cas comme tout, vous n'êtes pas un cas spécial. Et quelque part, l'astrologue, parfois, il se trompe et il croit que justement, l'idée, c'est de montrer à quel point il est spécial. C'est pas rassurant d'être spécial, quelque part. Ça veut dire qu'on est imprévisible, on ne sait plus, on n'est plus dans la statistique, il va nous arriver des choses absolument invraisemblables. Voilà, on est très exposé, on est un cas particulier, donc les gens ne vont pas se comporter normalement avec vous, on ne va pas se comporter normalement avec les autres. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, au contraire, à rebasculer vers le collectif en disant, voilà. Mais en même temps, il y a peut-être une pathologie, c'est-à-dire que peut-être il faudrait se demander qu'est-ce qui a amené la personne à avoir tellement peur de ne pas bénéficier de la chose commune. Pourquoi est-ce qu'elle a peur qu'elle ne lui arrive pas? Je ne sais pas, quelqu'un qui se marie, il dit oui, mais moi je suis tellement bizarre que mon mariage ne marchera certainement pas, ou bien je vais prendre un boulot, mais je suis sûr que ça va justement tomber sur moi. C'est une sorte de syndrome du blackmailing, c'est-à-dire qu'il va se trouver que s'il y a un cas où ça ne va pas marcher, je vais prendre l'avion, justement ça va être bon, ça va être mon avion. C'est les gens qui ont des névroses d'échec, en fait. Et je me demande si c'est pas un élément qui nourrit la demande d'astrologie. C'est aussi, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Alors, la question qui se pose, Guylaine Bourgogne, c'est justement où on a défini certaines demandes d'astrologie, est-ce que l'astrologue ne doit pas essayer de définir aussi un certain traitement adapté à ce type de demande? Un traitement dans la consultation? Oui, c'est-à-dire que moi je dis toujours, parfois, c'est peut-être la demande d'astrologie qui est plus signifiante que le thème. Mais tout à fait, d'ailleurs je vous disais... C'est le fait simplement que pourquoi la personne est là. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais que dans le cadre de la consultation, la première chose que je fais, c'est de demander à la personne pourquoi elle est là. Oui. C'est la première chose que je lui demande. Et en fonction de ça, la consultation va se dérouler. Cela dit, la personne n'est pas forcément capable de vous dire exactement pourquoi elle est là. Mais même à travers l'hésitation, même à travers les silences, il y a des choses qui se ressentent. Oui, mais c'est comme un psychanalyste. Vous savez que le psychanalyste, quand même, il a quelques modèles, quelques briques, mais on va essayer de retrouver. Alors, pas que, parce que, bien sûr, dans la psychanalyse, il y a des grilles, bien sûr, de repérage, toute la nomographie, mais il n'y a pas que ça. Et au bout d'un moment, la pratique de la psychanalyse met en contact avec l'inconscient. Et c'est ça, finalement. C'est ça dont il s'agit aussi. Et je pense que dans la consultation astrologique, il y a une très forte dose d'inconscient qui est à l'œuvre. Justement, pour changer un peu, pour changer tout en restant, actuellement on s'interroge justement sur les phénomènes de notre rapport aux astres, le fait que nous soyons sensibles aux astres, c'est en grande partie inconscient.
grande partie inconscient. Et ce sont des facultés. Alors, il y a deux théories là-dessus. Soit c'est des as qui agissent inconsciemment sur nous, soit c'est nous qui captons, sans le savoir, certains signaux. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors à ce moment-là, c'est des signaux qui ne sont pas irrésistiblement depuis toute l'éternité voués à nous marquer, mais qui sont devenus culturellement et avec le temps très puissants, très prégnants. Et parce que quand on développe une théorie des signaux au niveau de l'astrologie, encore faut-il qu'il y ait des gens capables de les capter. Et comme parfois on n'a ni les connaissances astronomiques, puisque c'est invisible, alors imaginez bien, on a l'impression qu'on... C'est ce que j'appelle le repérage astronomique, c'est-à-dire que nous serions dotés d'une faculté de nous repérer dans le ciel, mais qui n'est pas au niveau du conscient. Que notre subconscient aurait une culture astronomique qui lui permettrait de savoir où on en est astronomiquement. Alors peut-être que c'est pendant le sommeil, je ne sais pas exactement. En tout cas, il faudrait qu'au minimum certains... Parce que moi j'ai développé l'idée il n'est peut-être pas nécessaire que tout le monde capte ces signaux. Ouais, pas tous pareil, il suffirait que certaines personnes captent ces signaux, et puis les autres, ils seraient entraînés, voilà, ils entraîneraient les autres. Intéressant comme idée. Voilà. Par exemple, voilà, ça c'est une nouvelle idée que je développe depuis quelques temps, c'est-à-dire, j'ai fait un article action indirecte, action directe. Donc, et d'ailleurs, je dirais même que c'est souhaitable. Parce que si chaque individu était déclenché par le signal, ça partirait dans tous les sens. Parce que chacun interpréterait le signal à sa façon. En revanche, s'il y a une minorité d'individus qui captent les signaux, chacun de ces membres de cette minorité va les capter à sa façon, mais ensuite il va transmettre à sa façon, à cette façon-là, son interprétation au groupe en question. Donc finalement, il n'y aura pas un très grand nombre de possibilités. Parce que si on laisse tout individu à ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire qu'on est tous directement en prise avec les astres, à ce moment-là, on arrive à une sorte de quelque chose un mouvement brownien et effrayant. De la même façon, par exemple, il suffit que quelques personnes voyagent pour que tout le monde en profite. Et il suffit qu'il y ait une personne qui bouge et quelque part, elle va rencontrer les autres personnes, elle va les faire se rencontrer, il n'est pas nécessaire que tout le monde fasse la même chose pour qu'un phénomène soit collectif. C'est bien la notion de la consultation, finalement. Non, pardon, la constellation. La constellation, c'est bien ça, une forme informée. Et à partir du moment où il y a un élément de la constellation qui bouge, ça bouge. À partir de septembre. C'est bien ça, finalement, une constellation. Alors, ce que vous disiez, là, ça m'a fait venir plusieurs idées par association à propos des signaux. Je me souviens que pendant ma psychanalyse, un jour, dans une séance, j'ai perçu en fait le signal planétaire. Et c'était très très émouvant pour moi. Parce que je m'y attendais pas du tout. Et j'ai senti corporellement le rythme qui changeait dans mon corps. Oui. C'est probablement vrai, d'ailleurs un jour peut-être on arrivera à montrer que les cellules cérébrales ou les fonctions cérébrales évoluent et changent selon certains signaux. Et j'ai perçu ça. Alors, donc ça, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait beaucoup ému. Et puis un jour j'ai fait une consultation pour une sœur astronome et j'ai perçu la vibration planétaire. Et ça, c'était très étonnant parce que je l'ai perçu de manière physique, l'ombre de la planète. Et c'était quoi, par exemple, comme planète? C'était Saturne. Excusez-moi, je vais devoir vous demander l'encaissement si vous Oui, plaît. bien sûr. Merci. Je prends tout. Je vais 9,90. Merci beaucoup. C'est ça.
gros, c'était le mien, ça, non? Ça, c'est le votre? C'est ça, quoi? vous, c'est peut-être pas ça. Moi, c'est quoi? Je sais pas, ça, c'est le mien. Alors, ça, c'est le vôtre? Ouais. Maintenant, ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance, de toute façon, c'est payé. Voilà, c'est ça. 4,90, c'est Voilà, pareil. c'est Hein. parfait. Donc, oui, là, on a enregistré tout ça. Mais ça, c'est le truc astro, c'est le coup astro, vous voyez, c'est la règle du jeu. Il y a des, on filme les gens, le bruit. J'aime beaucoup. Non, parce que vous étiez en train de me dire que vous avez senti l'ombre de cette L'ombre de cette planète qui passait sur cette personne. Et c'était vraiment intéressant parce que c'est une perception physique et visuelle. Et dans le même temps, il y avait énormément de conséquences à ce passage. Et je pouvais donc à la fois les dire. Il y avait effectivement un transit important de Saturne dans le thème de cette astrologie, parce qu'elle était le même astrologue. Le transit donc sur un point du thème. Le transit sur un point du thème. Mais la perception de ce passage planétaire était comme une perception physique. Mais moi, je voudrais vous poser une question, parce que vous êtes, je ne sais pas si ça va vous inspirer. Imaginez quand même que quelqu'un vous dise, mais qu'est-ce qui dans ma vie est de l'ordre de l'astrologie? Et bien voilà, ça c'était le troisième point que je voulais aborder. Donc ce troisième point, je voulais l'aborder par rapport à quelque chose qui m'est arrivé il y a des années aussi. Donc j'en parle voilà, spontanément. Hein. Et j'en avais aussi parlé avec Yves Christian à l'époque. Ah oui, parce que il m'avait dit avoir eu une expérience analogue. Et donc j'avais partagé ça avec lui. Parce que pendant des années, je me suis posé la question de savoir si l'astre était signe ou s'il était cause. Et je me disais, est-ce que l'astrologie elle fonctionne parce qu'au fond c'est présent dans l'inconscient collectif. Donc même si les gens ne croient pas à l'astrologie, tout le monde sait qu'il est soit taureau, soit bélier, soit Capricorne, Balance, les gens le savent, même s'ils disent qu'ils ne croient pas à l'astrologie, tous ils connaissent leur signe. Donc il y a quand même quelque chose qui fonctionne dans l'inconscient collectif. Non, parce que c'est pas tellement dans l'inconscient collectif, mais en même temps, c'est que oui, c'est à la fois culturel. Par contre, le fait que les gens cherchent à se définir, parce que vous savez qu'un des grands problèmes, c'est, comme on disait tout à l'heure à propos des élections, ce qui leur est proposé réveille quelque chose. Mais ce qui est proposé ne correspond pas forcément aux besoins qui est ainsi éveillé. Non, je comprends, mais ça c'était ma question, dans le sens de dire, peut-être que les gens s'identifient à une forme qui est comme ça. Ils ont besoin de s'identifier. Voilà, qui est véhiculée, etc. Ou bien l'astre, peut-être, il est cause. Dans ce cas-là, il y aurait effectivement une vibration particulière. Oui. Je me posais toutes ces questions. Et puis, un jour vient me consulter donc une jeune femme et j'avais préparé son thème et je suis attentive à la façon dont je prépare le thème. Donc à l'état d'esprit je me sens et quels sont les gestes que je fais, etc. Et ça c'est l'inspiration des astrologues hindous. Ah oui, justement, vous pouvez peut-être vous en parliez un petit peu. Parce que les astrologues hindous, quand ils montaient un thème, d'abord ça leur prenait des jours et des jours, parce que dans le système indien c'est très complexe. Hein. Et ils étaient attentifs à ce qui se passait pendant le temps où ils montaient le thème. C'est-à-dire s'il y avait des augures, des vols d'oiseaux, ou ceci ou ça, des bruits des chiens, des femmes. Une sorte de l'astronomie horaire. C'est ça, voilà. Donc ils étaient très attentifs. Et puis ça me parlait, donc j'étais attentive. Et quand j'avais dessiné ce thème, j'avais remarqué que j'avais des traits très précis, des chiffres très précis, la façon de les noter, tout était très précis. Et au bout d'un moment, je regarde ce thème et puis je me dis, il est probable que cette personne est comptable, vu les configurations, les constellations, etc. Je me suis dit ça. Et elle vient, alors je me demande pourquoi elle vient me consulter, et elle me dit, j'ai un problème d'orientation professionnelle, je voudrais changer de travail, je ne sais pas comment m'y prendre. Et je lui ai dit, au vu de votre thème, je pense que vous êtes comptable. J'ai dit, oui, exactement, je suis comptable. Mais je voudrais faire du graphisme, je suis passionnée par le dessin, voilà, je veux changer de voie. Moi je regarde son thème et je me dis, mais oui c'est vrai, elle a vraiment des inclinations artistiques, comme ça se fait que j'ai pas vu ça, c'est très puissant dans ce thème. Bon. Et j'allais lui répondre quand j'ai ressenti un état, donc on va dire presque un peu méditatif. Je me sentais très absorbée, très profondément. Et puis à ce moment-là, je me rappelle que mon bureau donnait sur
l'étoile de la ville comme ça, un petit peu aussi. Et j'ai juste eu le temps de tourner la tête, mais de façon très très lente, et je sentais que j'étais complètement dans un état de conscience modifié, tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui disait vous ne comprenez pas ce que c'est que le plan des étoiles. Et à ce moment-là, le sentiment qui était lié à cette expérience, c'était qu'il y avait vraiment un plan qui était le plan des étoiles. C'était un lieu de la conscience humaine, ce que vous disiez tout à l'heure. Un lieu de la conscience humaine, un lieu particulier, un lieu d'information. Et ensuite, je suis revenue vers elle, et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de vision, et c'est ça que j'avais partagé avec Yves Christian, parce qu'il m'avait dit avoir expérimenté la même chose. Et c'était quelque chose qui a surgi, comme ça, et que la trame de l'existence humaine était faite de très nombreux facteurs, que dans ces très nombreux facteurs, il y avait le subconscient, l'inconscient, il y avait l'hérédité, il y avait les circonstances, au sens des parcs des Grecs, il y avait le hasard, il y avait des noyaux très denses qui étaient un petit peu comme des inscriptions destinales, énergie que je ressentais en fait très fortement quand j'ai expérimenté. Il y avait les influences d'autrui, et puis il y avait la part astrale, il y avait les astres, et c'était comme un orchestre avec différents éléments de composition, comme des instruments qui auraient joué chacun une partition dans un ensemble finalement qui était cohérent, mais chacun avec sa spécificité. Et là, j'ai compris que finalement, à travers ce que j'expérimentais, la vision que j'en avais, en tout cas je dis pas que c'est celle-là, c'est celle que j'ai eue, c'était que les astres, ils ont une partition, et que tout n'est pas du ressort d'astrologie dans la destinée, dans la vie humaine, et que à certains moments, il s'agit du roman familial, il s'agit de la transmission transgénérationnelle, il s'agit de différentes choses qui ne sont pas du ressort astral. Donc je pense que tout n'est pas du ressort pénal. Oui, mais donc je repose encore à nouveau ma question. Qu'est-ce qui, dans ce qui arrive aux hommes, individuellement ou collectivement, serait de façon plus exclusivement astrologique? Je pense que ce qu'on peut vraiment repérer... qui ne s'expliquerait pas vraiment autrement que par l'astrologie. À un certain degré d'intensité, un certain degré de fréquence, un certain degré de périodicité. Est-ce que vous avez une réponse de ce genre ou bien Non, j'ai pas de réponse. Non, sincèrement, j'ai pas de réponse. Je pense que c'est une question qui serait très intéressante d'étudier, mais j'ai pas de réponse parce que pour l'instant, je pourrais pas dire que les cycles astrologiques repérables qui vont donner matière à une interprétation on a l'impression que l'astrologie aujourd'hui colle tellement au réel, à la complexité même de son discours, qu'elle n'arrive pas à déterminer ce qu'elle est réellement. Et moi, je ne pourrais pas effectivement répondre à cette question parce que est-ce que dans les cycles astrologiques, finalement, c'est pas la représentation de cycles liés à l'inconscient transgénérationnel? On l'observe beaucoup ça. Ce que Jung appelait le syndrome de destinée, on avait déjà parlé de ça. Donc ce qui fait figure de destinée, ce qui est profondément reculé, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir lire justement dans les cycles astrologiques? Avec l'expérience que j'avais, que je viens de vous raconter, c'était la conscience modifiée, il semblerait qu'il y ait une part qui soit vraiment astrologique. Voilà. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas réussi à l'isoler cette part. Moi, parce que moi, au contraire, j'ai réussi à l'isoler, mais ça peut peut-être me surprendre. C'est le mouvement spatio-temporel. C'est-à-dire, à un certain moment, les choses s'accélèrent. Les tensions nous sommes présents, elles se rapprochent. Dans le temps comme dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des choses anciennes redeviennent actuelles. Les gens qu'on a perdus de vue, on les retrouve. Et moi je dis que quand ces phénomènes-là, à certains moments, ces phénomènes-là se multiplient. Et non pas, mais on ne peut pas l'étudier dans la vie d'une personne en particulier, mais c'est dans la vie d'un ensemble de personnes. C'est toute la société qui est marquée par ça,
aussi. Mais chacun peut le constater à son échelle. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu. Tiens, j'ai revu ceci. Tiens, je suis allé à tel endroit où je n'étais pas allé, etc. Je dirais, c'est une sorte de alors c'est pas complètement invraisemblable, puisque c'est dans le domaine du mouvement. Ouais, c'est vrai, ouais. L'astrologie est une sorte du mouvement, l'astronomie est de l'ordre du mouvement, et donc quelque part quelque chose qui est de l'ordre de la migration, du déplacement, du dépassement, pourrait logiquement être le fief spécifique de l'astrologie. Et inversement, parce que j'ai aussi introduit une notion assez étrange, c'est-à-dire celle de l'absence du signal. Parce que si un signal est important, son absence aussi est importante. Ouais, mais est-ce qu'il y a des moments où il y a une absence de signaux? Ah ben, si vous n'avez pas un nombre illimité de signaux, oui. C'est ça, votre question est tout à fait révélatrice, Guylaine Bourgogne. Parce que nous sommes actuellement dans une sorte de telle pléthore, de telle profusion de signaux, qu'on peut difficilement imaginer qu'il n'y en a pas. Mais si en revanche, comme je le préconise, moi j'utilise un nombre très limité de signaux, à ce moment-là, il y a bel et bien des moments où il n'y a pas de signal. Ah, vous parlez de la quantité de facteurs utilisés dans le thème? Oui, si vous utilisez un nombre extrêmement limité de facteurs, vous aurez des plages où il n'y aura pas de facteurs. Alors vous utilisez l'électron saturnien ou pas, par exemple? Non, je n'utilise pas l'électron saturnien voilà. et je n'utilise même pas toutes les planètes du septénaire. Ah oui, vous utilisez Donc quoi? j'utilise uniquement Saturne. Saturne? Oui. C'est que Saturne? Oui. Même pas le soleil, la lune et tout Non. ça? Non, mais je veux dire, le modèle, on ne va pas discuter forcément de mon propre travail, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis capable de dire qu'il y a des moments, là on prépare d'ailleurs un colloque sur la conjonction du mois de novembre. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? Entre deux conjonctions, qu'est-ce qui se passe? Entre deux conjonctions d'un certain cycle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'anticonjonction. C'est-à-dire qu'il y a le moment où la planète... vous pourrez appeler ça l'opposition, dans telle mesure, mais ce n'est pas toujours le phénomène de l'opposition, mais peu importe. C'est le moment où la planète est très éloignée de son partenaire. Parce qu'il y a toujours un couple dans le ciel. Et là, c'est une dépression du signal, en fait. C'est aussi une façon de repenser l'opposition. C'est-à-dire que le signal qui est un signal de centralisation, il y a un signal de regroupement, de rapprochement, mais là, au contraire, il y a une sorte de dispersion. Et dispersion qui veut dire qu'il y a une multiplication des structures, multiplication des clivages, cloisonnement, etc. Et moi, je dis que l'astrologie, c'est surtout ça. Et que le reste n'est pas de l'ordre de l'astrologie. C'est-à-dire que j'essaie de déterminer, de faire toucher du doigt ce qui pourrait être proprement astrologique. C'est très intéressant. Une dimension qui serait vraiment proprement astrologique. Évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les trains, les avions, le voyage n'a plus la même signification. C'est-à-dire qu'on part en vacances tous les ans, etc. Mais malgré tout, malgré cette facilitation de la mémoire, cette facilitation de l'espace, je constate néanmoins qu'il y a des périodes où il y a une intensification très marquée et que c'est bien au-delà de la norme. Alors la norme la norme a augmenté, mais malgré tout, il y a quand même des cas où on est au-delà de la norme. Et alors, dans ce cas-là, comment cette notion de déplacement, comment ça se manifeste? Eh bien, elle se manifeste par des rencontres. Elle se manifeste par des rencontres, par des pèlerinages. Elle se manifeste par des rapprochements entre des gens qui s'étaient séparés, par le temps, par l'espace. Elle se manifeste par une réduction de ce qu'on appelle l'espace-temps. Ça veut dire une accélération de l'anamnèse, un retour du refoulé, un retour de ce qui est éloigné. C'est le passage, on pourrait dire, de la maison 9 à la maison 3, si on veut. C'est-à-dire qu'on croyait très lointain, très au-delà de nos possibilités, ou très oublié, ou très occulté, ou très caché. Ça, c'est le temps d'inconscient, quelque part.
qu'il n'y a pas du tout la même structuration il y a un moment en donné, termes de temps et d'espace voilà. que Poussin. Voilà, tout à l'heure, je vous ai interrogé sur l'inconscient. Effectivement, de toute façon, d'une certaine manière, je pense que l'astrologie agit sur l'inconscient. C'est même la science de l'inconscient. De cette type, en tout cas, à ce niveau-là. Oui. Si l'inconscient sait cette question du flux, Et du souvenir, du flux de rapprochement, éloignement, effectivement, l'astrologie serait un élément central de structuration de l'inconscient. Moi, il me semble. Bon, alors là, voyez-vous, c'est pour ça que ça peut être payant de vouloir définir plus cette discipline de l'astrologie, parce que quelque part, elle se ferait mieux respectée. Et en plus, elle n'irait pas sur les plates-bandes des autres. Et souvent, c'est leur reproché. Parce qu'à ce moment-là, la se retrouve en train de parler de sujets que d'autres personnes connaissent mieux que lui. Alors que là, à mon avis, quelque part, il pourrait avoir une vraie compétence qui n'aurait pas de pareil, en fait. Et on le voit actuellement, par exemple, si on regarde par exemple, ce qui s'est passé au mois d'août en Géorgie, tout d'un coup, le retour des fantasmes de l'Union soviétique, on croyait qu'on était dans le post-impérialisme. Il y a quelqu'un qui a écrit on est dans le post-impérialisme, alors des gens disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire, on est dans le post-impérialisme, et voilà des gens qui veulent refaire vivre. Mais justement, là, en astrologie, rien n'est jamais révolu. Rien n'est terminé. Il y a un retour de refoulé, il y a un retour de quelque chose il n'y a pas de poste. Ouais. Il va y avoir un moment. Ouais. Un moment du cycle où on a vraiment l'impression de ne plus être dans cette logique-là, mais c'est passager. Pour Ça l'inconscient, passe. c'est pareil. Voilà. Donc, pouvoir annoncer que quelque part nous allions être confrontés avec le passage de Saturne sur Régulus, puisque moi je travaille sur les graphiques, qu'à un moment donné de ce cycle de conjonctionnel, puisque moi je travaille sur les conjonctions de Saturne avec Régulus, pouvoir annoncer que ça nous ramènerait dans un autre temps historique, ça me paraît beaucoup plus intéressant que d'annoncer la victoire d'un tel ou à telle élection qui a déjà été dont l'astrologue n'a pas déterminé d'ailleurs les échéances. Bien sûr, et puis c'est très hasardeux. On le sait. C'est très hasardeux, mais c'est aussi très risqué. C'est aussi beaucoup d'astrologues qui sont assez hasardeux, mais en plus, quelque part, ça les rassure, parce que annoncer un an à l'avance qu'il va y avoir une guerre à un tel endroit, c'est pas non plus évident. Hein, et pas n'importe quelle guerre. Parce que la guerre qui a eu lieu là, c'est une guerre qui réveille beaucoup de choses. C'est pas une petite guerre de rien du tout, c'est le réveil de l'ours soviétique. Bon. Et ça, à mon avis, moi je l'avais parfaitement bien annoncé, par exemple. Ça. Donc mais de même que par exemple, à une autre échelle, quelqu'un qui était endormi, assoupli, quand on disait qu'il ne faisait plus qu'il le faisait avant, eh bien il va le refaire. Il va le refaire avec la même intensité, pas plus. Et ça, c'est de refaire quelque chose dont on pensait que c'était plus d'actualité. Et donc je crois que là, il y a quand même un créneau à baliser, à revendiquer.